C'est Je crois parti. qu'on est en live, c'est ça? Ouais, je crois. C'est Ça, parti? ils disent 10 secondes. Si vous nous entendez, excusez-nous. Allez, c'est parti. Ça y est, on nous entend. Merci. On va vérifier d'abord, est-ce que vous voyez bien la slide? Est-ce que vous voyez bien Isabelle et est-ce que vous nous entendez? Oui, super. Merci beaucoup pour la réponse. Si toutefois vous avez un problème technique, vous pouvez mettre dans le chat et on a donc Laurent qui est avec nous et qui pourra vous aider sur les problèmes que vous pouvez rencontrer. Bienvenue dans ce webinaire. Donc, on va parler de transformation personnelle, d'inspiration et d'action positive. Comment devenir champion de votre vie, puisque j'ai l'honneur d'interviewer et d'animer ce webinaire avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Annie. Notre objectif avec Isabelle sur ce webinaire, c'est à travers son histoire, eh bien, d'arriver à faire un écho chez vous et peut-être tirer des tips, peut-être des conseils, peut-être voilà, des choses qui pourront vous inspirer à peut-être changer dans votre vie, comment arriver à passer d'un point A à un point B. Et pour ça, on va utiliser l'histoire d'Isabelle qui est inspirante. Donc, bah, Isa, est-ce que peut-être tu peux dire 2 mots sur toi et puis j'en ferai de même après? Oui, bah écoutez, Isabelle Blanc. Donc j'ai été titrée aux Jeux Olympiques en 2002 et j'ai fait une carrière d'à peu près 12 ans de haut niveau. Et pour la partie sportive, j'ai eu l'opportunité de remporter tous les titres qui existaient dans ma discipline. Une autre athlète que vous devez connaître qui s'appelle Karine Ruby, qui est décédée aujourd'hui, mais on était toutes les deux vraiment sur les gros événements, on se tirait la bourre. Et Karine Ruby, elle a gagné les Jeux Olympiques de Nagano, que vous allez voir tout à l'heure. Donc ça a été la première championne olympique. Et du coup, moi, ça a été 4 ans plus tard, en 2002. Et je vis toujours à la montagne, entre l'Alpe d'Huez et Chambéry. Voilà. En étant aujourd'hui, avec Johan, coach labellisé au débit. J'ai été formée par Johan et au débit dans la formation BTC. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à transformer mon parcours de vie et ce que j'ai appris dans l'accompagnement pour accompagner d'autres personnes. Voilà. Merci Isa. Et donc, moi, je suis Johan Duclos, coach et fondateur de Haut Débit. Donc, je suis coach depuis 2005, donc ça va bientôt faire 20 ans. J'ai passé aussi entrepreneurial, donc ce qui m'a poussé à créer Haut Débit. Je vis dans le sud-ouest et donc je suis aussi créateur de plusieurs programmes d'accompagnement, donc de développement personnel et aussi j'accompagne des coachs dans leur savoir-faire, dans l'apprentissage de leur savoir-faire et aussi dans leur mise en activité. Et puis pour la petite histoire, et puis vous dire aussi, puisqu'on est étiqueté Haut Débit, Haut Débit c'est quoi? Haut Débit c'est une organisation qui assure une prestation de qualité à tous ceux qui font appel à des coachs Haut Débit. Donc que ce soit dans le cadre de prestations individuelles comme du coaching, des audits ou de la formation. Et Haut Débit est une sorte de label pour les coachs donc, qui suivent un processus qualité et pour lesquels ils sont labellisés. Et pour vous, grand public, l'idée, c'est justement de vous assurer un gage de qualité et des garanties à ce niveau-là. Voilà, pour rapidement. Alors, on est ensemble pour donc 60 minutes. On va essayer de faire, nous, un développement de 45-50 minutes, Isa, Ouais. si ça te va. Oui, Et ça veut dire qu'il veut que je sois trop longue. de façon à ce qu'on puisse répondre après à vos questions. Et on voudrait que ce webinaire soit très interactif. Donc, on va vous amener à participer pareil, en vous posant des questions par rapport au déroulé donc, de ce webinaire. Je vais vous expliquer comment on va s'y prendre. Mais avant, on a une petite vidéo à vous montrer pour vous mettre dans le bain. Je t'en prie, Isa, tu peux Ouais, balancer la vidéo. partage. C'est parti. L'argent, c'est déjà dans la poche pour l'une des deux. À gauche, sur votre écran, eh bien Isabelle Blanc, à droite, Karine Ruby. À Nagano, Isabelle Blanc était virtuellement championne olympique avant de chuter sur la dernière porte. Une Olympiade plus tard, c'est en championne que la snowboardeuse repartira de Salt Lake City.
Il reste quelques portes. C'est quasiment l'égalité parfaite entre les deux filles. Et Isabelle Blanc qui revient sur la fin. Isabelle qui revient sur la fin. Olympique, Isabelle Blanc. Isabelle est médaillée d'or. Et la nouvelle championne olympique française, Karine Ruby, doit se contenter de la médaille d'argent. Elle qui avait remporté le titre à Nagano et doublé français. 5 médailles pour la France, un deuxième titre. Et il est pour Isabelle Blanc, la fille de l'Alpe d'Huez. C'est génial, c'est une revanche sur le mauvais sort. Super. Ouais, je te remets les slides. Merci. Voilà, donc une petite vidéo pour vous mettre dans l'ambiance et de ce que nous allons développer. L'idée, en fait, dans ce webinaire, c'est de faire de manière un peu originale et de vous impliquer, de vous faire participer. Et on a choisi donc de développer finalement toute cette période de Salt Lake City en 2002 à Nagano, plutôt l'inverse, de Nagano en 98 à Salt Lake City en 2002, en mode interview. Voilà. Et donc, l'idée, c'est que je pose des questions à Isabelle pour qu'elle puisse développer cette histoire, bien sûr, qui est structurée, on le verra à la fin. Et l'idée, c'est que vous aussi, finalement, vous soyez amenés à répondre éventuellement à ces questions, que vous arriviez à transposer peut-être votre histoire personnelle, peut-être la problématique que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, et qu'on essaye de vous apporter de la valeur pour peut-être éclairer aujourd'hui votre situation et participer à travers les réponses aussi que vous pourrez mettre dans le chat. Et on pourra donc vous faire des apports avec Isa. Oui, puis si je peux me permettre, moi je serais curieuse de savoir qui vous êtes un petit peu, si vous avez en 2-3 mots, si vous pouvez nous poster ou ce que vous êtes venu chercher, qu'on puisse s'inspirer aussi de votre présence. Vous êtes vous êtes plus de 100 là déjà connectés. Donc si on arrive à échanger comme ça, de prendre des informations, ce serait intéressant. N'hésitez pas. Ouais. N'hésitez pas à partager d'où vous venez et puis aussi votre situation pour qu'on sache quelle est, d'où on part, voilà, avec vous. Ok. Alors, Isa, du coup. Ouais. Alors du coup, effectivement, donc vous avez vu cette chute. Donc c'était les premiers Jeux Olympiques. J'en ai déjà parlé dans un autre webinaire que j'avais fait sur Webikeo. Mais c'est vrai que c'est un moment important qui est public, donc c'est plus facile d'en parler. Mais je suis avant tout une fille, une femme, une compagne. Mais cette histoire, cet événement est porteur parce qu'il y a une très grande émotion. Et c'est pour ça que le constat du résultat, ce que je souhaite vous partager, c'est qu'à un moment donné, dans nos vies, il y a ce qui se passe, il y a un moment avec une émotion très forte qui fait qu'on n'arrive pas à la surpasser, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir de certains schémas. Et tu peux envoyer la slide suivante, Johan. Donc voilà, pour la petite joke, c'est se plaindre tout le temps. Hein. L'entraîneur m'avait pas dit que la neige était molle au Japon, m'avait pas dit qu'il y allait y avoir du brouillard. Mon préparateur n'a pas préparé ma planche correctement. Et là, on est dans le mur des lamentations. Donc en tout cas, c'est ce que j'ai fait. Je l'assume à ce moment-là parce que l'enjeu était, vous voyez bien, les Jeux Olympiques étaient importants et dans ma préparation, effectivement, tout était nickel, c'est-à-dire que je m'étais préparée pour être au meilleur niveau. J'étais au meilleur niveau à ce moment-là pour aller vers cet objectif. Sauf que ce qu'on appelle l'état interne, ce que j'étais à l'intérieur, ce que j'allais chercher, n'était pas connecté à qui je suis. Et c'est bien des années plus tard que je le comprends. Mais le chemin que j'ai fait à ce moment-là, sur les 4 années, a été précieux parce que prendre conscience qu'on rejette la responsabilité, prendre conscience qu'on est dans une certaine critique et culpabilisation, finalement qu'on se plaint, et puis qu'on rentre dans des attitudes automatisées qui sont pas forcément bonnes. Alors, pour ma part, c'était
ne rien faire, la narcotisation, c'est-à-dire que je ne voulais pas vivre cet instant-là, je ne voulais pas rentrer chez moi, je ne voulais pas revoir ma famille, parce que j'avais honte. Ensuite, on peut avoir des attitudes de comportement sur la nourriture, sur les cigarettes, sur beaucoup de sports, se noyer dans plein d'automatismes qui vont essayer de compenser quelque part un mal-être, mais c'est le cercle infernal qui fait qu'on sort pas de ça. Et l'éclairage que j'ai eu, et c'est vrai que c'est important, on est des êtres sociaux, les autres sont importants, et j'ai eu la chance d'avoir, donc vous avez vu Karine Ruby à l'écran, mais une autre athlète, Julie Pomagalski, je ne peux pas m'empêcher d'en parler parce qu'elle a été clé aussi, et qu'elle est décédée aussi malheureusement aujourd'hui, Julie Pomagalski, qui elle voit, les gens qui vous entourent voient ce qui se passe, voient comment vous vous comportez, et qui elle m'a pointé du doigt en me disant: Isabelle, tu me saoules en fait, tu es toujours en train de te plaindre, ça va jamais, quand on fait des entraînements, tu n'es jamais contente, parce que je n'arrivais pas à sortir de ce cercle. Et c'est elle qui m'a tendu la main en me pointant du doigt et en me faisant remarquer comment j'étais, comment je me comportais, et de quoi je ne parvenais pas à me sortir. Et elle n'a pas fait que ça, elle m'a aussi donné les coordonnées d'une coach psychologue que je suis rapidement allée voir. Et c'est là où j'ai entrepris un chemin pour sortir de tout ça. Donc, tu peux envoyer la slide suivante. Alors, peut-être dire à quel moment tu t'es rendu compte que quelque chose n'allait pas dans le bon sens? Alors, je me rends compte, et ça, je vous invite à essayer de voir ce qui fait écho chez vous, c'est qu'effectivement, au niveau, en tout cas pour moi, au niveau émotionnel, très peu d'envie, très peu de motivation, difficulté à avoir de la joie. J'avais quand même participé à des Jeux Olympiques, les premiers, c'était pas rien. J'étais quand même en lice pour les gagner. Après, effectivement, je passe à côté, mais j'ai pas perdu la vie en fait. J'avais une vingtaine d'années, donc et c'est là où en fait on sent je sentais que je n'avais plus d'énergie, c'est-à-dire que rien ne me faisait envie, tout me semblait plat. Je ressassais sans cesse les mêmes choses, et je sentais bien qu'effectivement, dans ma préparation, c'était pas productif en plus. Parce que quand on va dans un entraînement avec un état d'esprit, quand on va au travail ou autre, mais dans un état d'esprit qui n'est pas productif, joyeux, en tout cas à ce qui nous correspond. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez joyeuse, assez leader, dans le sens j'aime bien emmener du monde à faire des choses pour qu'on passe un bon moment, j'aime bien réunir, et je ne faisais plus ça. Au contraire, je me renfermais sur moi et je faisais en sorte d'éviter de voir les gens en fait. Du coup, ce qui n'était vraiment pas moi. Et plus j'allais là-dedans, donc on rentre dans un cercle vicieux, plus je ne voyais pas la sortie. Et là, la difficulté, c'est qu'effectivement, après, voilà, moi, j'ai une tendance à me nourrir pour compenser, donc à prendre du poids, du coup, être moins performante. Et puis, c'est le cercle infernal. Donc, c'est ces sensations-là. Alors, chacun, on va avoir les nôtres, je pense. Moi, je sais que l'alerte, c'est quand je commence à vouloir me couper un peu du monde, j'ai besoin d'être seule certaines fois, mais quand c'est trop long et quand l'impression de me cacher, c'est une alerte en fait. Donc ce point de bascule, le constat du résultat, et puis j'ai vraiment noté, c'est vraiment prendre conscience, ce qui est noté à l'écran là, c'est quand on rejette sa responsabilité. C'est important, et vous allez le voir par la suite, de reprendre le contrôle sur sa part de responsabilité. Donc, le travail que j'entreprends, c'est ça. Ouais, Johan, Ça démarre par quoi, en fait? Alors, du coup, quand tu te vois faire, là, tu te dis, bon, il y a peut-être quelque chose à changer. Donc, tu commences par quoi? Ça commence déjà par écouter ceux qui nous entourent, même si c'est difficile. Parce que parfois ils sont pas tendres, parce qu'eux ils peuvent subir. Donc effectivement, moi il y a donc Julie qui m'a fait part de ça. Il y a ma maman aussi qui m'a dit certaines choses, qui m'a dit qu'elle me reconnaissait pas, qu'effectivement elle comprenait pas que je sois triste à ce point et que ça dure. Et en fait, c'est des indicateurs. Les personnes qui vous connaissent dans qui vous êtes, c'est des vrais indicateurs. Donc
ne pas renvoyer ça parce que finalement, rejeter cette responsabilité-là aussi, c'est continuer à aller dans le même sens du cercle vicieux. En revanche, être à l'écoute et se dire, bah tiens, c'est la 2e, 3e, 4e personne qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je ne veux pas voir, quoi? Dans quoi je m'embourbe? Et les autres sont hyper importants. Et donc, dans le travail que moi j'ai entrepris avec cette psychologue coach, alors moi j'aime bien cette image, je l'ai choisie, c'est pas par hasard, c'est qu'effectivement, c'est mettre à conscience ce qu'on ressent. Parce que, comme je vous ai parlé, ce grand effet émotionnel que j'ai eu sur les Jeux Olympiques, parfois, c'est des choses dans la vie qui sont différentes. J'ai eu aussi ces montées émotionnelles quand j'ai arrêté ma carrière et qu'il a fallu que je trouve un métier, que je me lance dans des métiers ou un métier. Qu'est-ce que j'allais faire de ma vie? Montée émotionnelle aussi dans les rapports personnels, au niveau amoureux, au niveau familial. Et selon ce qui se passe, il est important à un moment donné de faire en sorte que nos émotions et notre analyse, notre cerveau discutent un peu ensemble ou en tout cas refassent une connexion. Pour mettre à jour tout ça. Et donc là, la première chose, c'est de prendre conscience de la responsabilité que j'ai dans l'événement qui vient de se passer, qui me fait souffrir. Et donc, effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, les premiers échanges et la première réflexion que j'ai eu besoin d'être accompagnée, parce qu'on va vous en parler, quand on est dans un circuit, dans un schéma de pensée, on a du mal à en sortir. Et effectivement, à part avoir quelqu'un d'extérieur qui a des techniques, alors les amis, les personnes qui nous entourent, qui nous aiment, sont précieux, mais à la fois, ils vont avoir tendance à aller dans notre sens, à peut-être nous plaindre aussi un petit peu, et ça va peut-être entretenir. Qu'une personne qui a une capacité, une compétence pour vous aider à sortir de là va vous faire pointer votre responsabilité et vous mettre face à ce mur que vous ne voulez pas voir et que vous ne voulez pas prendre. Donc effectivement, j'ai pris conscience que sur ces Jeux Olympiques, j'étais pas motivée par la bonne chose, parce qu'il y avait qu'une chose qui comptait, c'était pas de participer aux Jeux Olympiques, c'était de gagner et surtout de pas passer à côté. C'était gagner ou rien. Et pour la petite histoire, dans ce parcours-là, sur cette 2e manche, je fais plein de petites fautes. Et mon cerveau me dit, tu fais plein de petites fautes, finalement, tu vas être ridicule. Donc là, on est dans des biais cognitifs qui font que je ne vais conforter que ce que j'imagine, que ce que je pense. Je suis dans une projection totale. Et ça, c'est piégeux. Et du coup, sur les derniers moments, sur la dernière porte, comme vous avez vu, en un claquement de doigts, en une fraction de seconde, j'aurais pu forcer la course pour passer les piquets du bon côté et finir qualifié sur cette manche, enfin finir avec une médaille, ça c'était évident, ou passer de l'autre côté et ne pas avoir de résultat. Mais si je n'ai pas de résultat, finalement, on ne peut rien me reprocher. En revanche, si je perds, si je ne suis pas à la hauteur, c'était à moi que j'en aurais voulu, parce que j'étais partie là pour une revanche. Et cette revanche-là, en fait, je suis passée à côté avec tous mes biais qui m'ont confirmé que c'était où je gagne, où tu passes à côté. Ce serait trop dur de vivre finalement une humiliation. Mais au final, l'humiliation, je l'ai vécue toute seule. Ok. Alors Isa, tu parles de responsabilité. Et souvent, c'est un peu périlleux de parler de responsabilité. Je vois, on a des gens là dans le chat qui se sont présentés, qui peuvent être licenciés, qui peuvent être dans le burn-out, qui peuvent être, qui peuvent avoir le sentiment de subir, tu vois. Et donc, comment toi tu peux expliquer cette notion de responsabilité? Parce que souvent on associe ça à c'est ma faute. Pas tout n'est de sa faute, mais une partie, et c'est prendre conscience de quelle partie on est responsable. Donc là, effectivement, j'avais tout ce qui était bon, c'était validé, mes entraînements, tout était bon. Après, il y a des petites choses qui viennent. Par exemple, mon entraîneur m'avait souvent soumis l'idée de m'entraîner avec mes rivales, Karine Ruby notamment. Et ça, c'était quelque chose que je ne voulais pas entendre, par peur, certainement. Et pourtant, les bienfaits, ils étaient, parce qu'on se confronte directement, on voit ce que ça donne, on progresse ensemble. C'est la rivalité, finalement, le concurrent. Et ça, j'avais toujours refusé. Donc, je ne me suis pas entraînée à ça. Ensuite, effectivement, ma responsabilité, c'est de ne pas être sortie de ce besoin de revanche.
Alors ça, c'est une autre histoire, mais c'est une revanche parce que j'étais une skieuse avant. Je faisais du ski en compétition. J'étais à un bon niveau, j'étais en sport-études. Et puis le snowboard est entré dans ma vie et j'ai fait du snowboard. Et c'était il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans. Le snowboard était assez mal vu dans le milieu du ski. Et le milieu du ski était phare pour moi. C'était un milieu qui était important. Et ce que j'ai vécu, comment je l'ai ressenti, c'est que je me suis sentie rejetée de ce milieu quand je me suis mise au snowboard. Et j'ai été notamment remerciée du sport-études et tout ça. J'ai pas pu finir mes études, mais bon, pour plein de raisons. En revanche, j'avais cette responsabilité-là de partir sur les Jeux Olympiques avec une motivation saine qui était de vivre les Jeux Olympiques, gagner pour ce qui avait du sens pour moi, ce que j'ai rencontré par la suite, ce que je suis allée découvrir. C'est en fait, moi, j'ai besoin de me partager. Quand je fais quelque chose, je le fais pas... j'ai besoin des autres, en fait. J'ai tout le temps besoin des autres. Et là, effectivement, sur ces Jeux Olympiques, j'étais seule avec ma revanche. Pourtant, toute la préparation était bonne, mais mon état interne n'était pas en phase. Et ma responsabilité, finalement, j'en prends conscience. Et je sais que ma responsabilité était celle-ci, parce que dans le parcours, quand je me dis, tu fais une faute, deux fautes, tu vas être ridicule, mais c'est pas, enfin, déjà, je trouve que c'est très loin de l'idée du sport. C'est-à-dire qu'un sport, tu vas jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat. Ça, c'est ma responsabilité. Ok. Et donc, une fois que tu prends conscience donc de cette responsabilité, donc en tout cas de ta part à toi, parce qu'au final, on ne peut agir que sur ce qu'on maîtrise. Et tant qu'on se met en position de victime et de déresponsabilisation, on ne peut rien faire au final. Qu'est-ce qui se passe pour toi après avoir reconnu ta part de responsabilité? Alors, la première chose, c'est que je voulais arrêter le snowboard. C'est que c'est fini, j'arrête, je ne remonte plus, c'est plus la peine parce que je suis capable de rien. Et donc là, dans l'accompagnement, effectivement, l'idée, c'est que là, manque plus de confiance en soi parce que je suis face à ma responsabilité et je reprends un coup sur mon estime et sur ma confiance en moi en me disant, en fait, j'ai besoin de personne pour foirer les choses, donc je suis vraiment nulle. Et c'est là où donc l'accompagnement, ça a été de prendre conscience finalement de qui je suis, de ce qui m'anime, de ce qui est important pour moi. Et de faire l'éclairage finalement, donc tu peux passer la slide suivante, pardon, et de faire l'éclairage sur mes croyances, mes principes, mes règles. Qu'est-ce que je crois? Je crois que je suis plus capable de faire du snowboard parce que je suis nulle. Comment on détruit cette croyance? Et ça, c'est ce qu'on fait en questionnement. On va aller chercher des informations et des réflexions et puis des choses qui sont paradoxales. Parce que finalement, ma croyance, c'est que j'ai plus besoin de faire du snowboard, mais à la fois, j'ai participé à des Jeux Olympiques. Ça faisait quand même plus de 4 ans que j'étais à haut niveau, que je gagnais des Coupes du Monde et des Championnats du Monde, que j'avais qu'une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui fait que je ne voudrais plus faire du snowboard? Qu'est-ce que je trouve dans le snowboard? Et ça a été de me reconnecter à ce qui m'animait dans la pratique du snowboard pour casser quelques croyances. Alors effectivement, il y a le principe, je ne vais pas m'entraîner avec Karine Ruby, ce n'est pas possible. Des fois qu'elle vienne me piquer des talents, tu penses, elle qui était bien plus talentueuse quand même. En fait, ça aussi, c'était un principe à faire tomber. Et effectivement, c'est là où j'ai commencé à m'ouvrir et à reprendre la pratique du snowboard tout en me reconnectant à des choses que j'aimais. Parce que dans ces schémas de pensée, c'est des choses qui sont construites depuis très longtemps, de notre enfance, de notre culture. Et du coup, c'est ce qui se passe après, Johan. Et là, on va pouvoir expliquer pour vous aider à comprendre ce qui se joue, en fait, dans nos croyances, dans nos règles, dans nos principes. Je te laisse prendre la parole, Johan. Tu l'expliques beaucoup mieux que moi sur ce schéma de PNL. Ouais. Alors peut-être juste avant j'ai une question, c'est en fait qu'est-ce qui était à changer, tu vois précisément, et qu'est-ce que tu as changé qui a fait la différence? J'ai changé, je suis allée vers une ouverture, mais cette ouverture, elle s'est faite par plusieurs étapes. Donc cette étape-là, voilà, on en parlera après. Mais la première étape, c'était de déconstruire ce qui est noté ici un petit peu. Ouais, tout à fait. Alors, on va vous faire un petit apport à travers deux courants.
pour mettre un petit peu de théorie dans tout ça. Donc là, on a un tableau issu de la programmation neurolinguistique et qui nous dit que effectivement, finalement, on va voir le monde à travers son propre cadre de référence. Et pour les initiés, c'est la carte n'est pas le territoire. Ça fait appel à ce principe, c'est-à-dire que au final, on peut penser que tout le monde voit les choses de la même façon. Donc, pour ça, déjà, au départ, avant d'avoir une analyse, il y a d'abord des filtres de perception qu'on appelle le VACOG, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Donc, ça, c'est quand on a affaire à une première fois, à une première expérience. Donc, l'exemple un peu, c'est quand vous buvez pour la première fois un café. Ok, vous n'êtes pas là en train de l'analyser, vous cherchez par l'odorat, par le goût, vous cherchez à voir peut-être des ressemblances avec ce que vous connaissez déjà. Donc, il faut savoir que, bien sûr, c'est plus trop... enfin, on n'y pense plus, mais les premiers filtres de la façon dont on va percevoir le monde vont être visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs et gustatifs. Donc, ce sont les 5 sens par lesquels on va déjà filtrer le monde. Ensuite, effectivement, ça va être des filtres biologiques, neurologiques, la mémoire, et qui vont venir nous rappeler si c'est bien, si c'est pas bien. Et puis après, les filtres socio-culturels vont avoir aussi un impact dans la façon dont on voit le monde. Et puis après, seulement en dernier, des filtres personnels, c'est-à-dire que au final, on sait qu'une culture peut être beaucoup plus importante que finalement un aspect de personnalité. Là, on va, dans les filtres personnels, faire référence aux figures d'autorité, donc la structure parentale dans laquelle on a évolué, l'environnement familial, l'éducation pédagogique, les collègues, les copains, etc., qui vont évidemment avoir une influence sur nous pour finalement arriver à des processus de modélisation qui vont, à travers le langage, finalement, se créer, se gérer, s'automatiser, on va le voir après, pour faire que tout ce processus soit évidemment raccourci. Et évidemment, dès lors qu'on raccourcit, eh bien, on va rentrer dans des mécanismes plutôt, en tout cas, de généralisation, d'omission et de distorsion qui vont nous faire perdre une partie de l'information et vont nous amener à des décisions, à voir le monde d'une façon raccourcie par rapport à toute l'expérience qu'on a pu avoir dans cette période de programmation, finalement. Donc, quand on dit mais moi je dépends de personne ou il n'y a rien qui me fait réagir, etc., c'est faux parce qu'on est tous dans des conditionnements, on est tous dans des schémas parce que notre fonctionnement, notre système cérébral fait que on ne peut pas passer au travers de toutes ces étapes. Ça, c'est pour la PNL. Et puis, on a une autre orientation, c'est l'Institut de neurocognitive et comportementale. Donc là, on va vous présenter évidemment quelque chose de très succinct et de très sommaire, de vulgarisé, avec aussi des différents territoires, différentes gouvernances, différentes zones en fait qui vont avoir des fonctions différentes, mais où effectivement dans une partie émotionnelle, une gouvernance émotionnelle, instinctive et grégaire, on va être plutôt dans un mode mental automatique. Donc là, il y a différentes régions de notre cerveau qui sont en interaction. Et puis, ça consiste justement à faire assez vite les choses. Ça nous met dans une zone de confort, de certitude et d'habitude. Donc, un autre exemple très simple, c'est quand vous avez appris à conduire, au début vous faisiez attention à comment vous passiez l'embrayage, l'accélérateur, le frein, le rétroviseur, le levier de vitesse, etc. Et aujourd'hui, que vous conduisez peut-être depuis 15-20 ans, vous ne faites plus attention à tout ça. Vous êtes dans un processus donc d'automatisation. Et alors qu'on a finalement, et on est équipé, et on sait le faire par moment, d'une autre gouvernance qui est plutôt dite adaptative, qui va nous amener à réfléchir, à anticiper, qui va nous amener vers de la spiritualité aussi, de l'analyse, de la prise de décision analytique pour explorer des pistes, donc des
des orientations possibles où ça va nous amener à réfléchir et peut-être même à reconsidérer. Sauf que ça ne va pas être aussi simple que ça non plus, parce que, en fait, par rapport à un stimulus qu'on peut des stimuli ou un stimulus qu'on reçoit, on va opérer toujours de la même façon. C'est-à-dire que on va avoir un processus de mémorisation qui va en fait plus ou moins nous mettre en alerte. Alors, vous avez un excellent webinaire sur notre chaîne animé par Thierry Fay, qui est notre coach labellisé, qui explique comment fonctionne le stress. Mais par rapport à un stimulus, on va avoir donc plusieurs moyens de se défendre. Donc déjà, il y a l'activation. Ensuite, il y a la fuite, la lutte et l'inhibition, qui sont des réactions tout simplement physiologiques par lesquelles on ne peut pas passer et qui passent à travers justement toute notre mémorisation de toutes les expériences qu'on a eues et qui vont finalement nous dire, OK, de manière très schématique, quand il y a ça, tu fais ça, tout simplement. Et donc ça, on reste dans ces schémas, on ne les remet pas en question parce qu'à un moment donné, dans notre vie, ils nous ont tout simplement sécurisés. Ils nous ont peut-être même sauvé la vie, en tout cas, ils nous ont sortis d'un stress et on a enregistré ce schéma et on va avoir pour mécanisme de le faire perdurer et donc de le confirmer surtout. Et là, on va tomber justement dans ce qu'on appelle, avec l'approche neurocognitive, l'intelligence acquise. Donc, au final, à travers ce schéma, eh bien, je vais rejeter ma responsabilité parce que ce n'est pas ma faute. Puisque aussi l'idée de votre cerveau, c'est pas de vous rendre heureux. Votre cerveau, tout votre mécanisme cérébral est en fait là, présent pour vous maintenir en vie et assurer votre survie. Donc dès lors que ce n'est pas connu, dès lors que c'est inconfortable, dès lors que vous n'avez pas l'habitude, votre cerveau va revenir à des mécanismes qu'il connaît. Et donc, vous allez faire face de manière logique, finalement, au rejet de la responsabilité, à la critique. Donc, pour rejeter sa responsabilité, se victimiser et surtout rester bien dans une façon de se conforter de c'est pas ma faute et que je reviens finalement à ce que je connais et ce qui me sécurise surtout. Voilà. Alors qu'en fait, il y a une autre, la gouvernance adaptative, justement. Voilà. Oui. Johan, j'allais dire pour cette partie-là, pour faire le lien avec l'histoire qui s'est passée, c'est qu'on vous avez vu les filtres qui passent par la PNL, ce que nous explique la PNL. C'est pour ça que je vous parlais du filtre lié à mon histoire par rapport au ski. Donc effectivement, il y a eu les filtres personnels et culturels ont été forts parce que de l'âge de 7 ans à 18 ans, j'étais dans le milieu du ski, je me réveillais ski, je pensais ski, je mangeais ski, je faisais tout ski en fait. C'était tout mon univers, je vivais en montagne et bien sûr les entraîneurs et tout ça ont eu un fort impact et donc ça faisait partie de ma vie et de tous mes filtres. Ma référence était le ski. Et effectivement, quand je décide de changer de sport, déjà je fais face à un rejet, donc je lutte parce que là l'émotion elle est gérable et puis les Jeux Olympiques où je pense que je vais pouvoir montrer au monde du ski que ça valait la peine que je change de sport, et bien là je prends un coup d'émotion tellement puissant et c'est ce que explique Johan dans ce qui se passe au niveau de l'information qu'on a entre le physiologique et le psychologique, c'est-à-dire que là je suis rentrée dans un stress psychosocial fort, c'est-à-dire que j'avais honte, je n'ai pas réussi ce que je voulais réussir et finalement je n'ai pris que la fuite, c'est-à-dire que je ne voulais plus voir personne et que en fait mon modèle physiologique, pour me préserver de la trop grosse émotion que je vivais, qui ramène à quelque chose de presque vital, mon système automatique lui me fait prendre la fuite et m'inhiber. Et pour sortir de ça, il faut bien que je comprenne, que je prenne conscience que ce n'est pas tant grave, que ce n'est pas physiologique, que ce n'est juste des choses qui doivent s'adapter dans ma vie, que reprendre le snowboard ou de faire face à cette honte que je n'ai pas réussi aux Jeux Olympiques n'est pas si grave, pas si importante. Voilà, c'était juste pour l'apport par rapport à… Tu as raison de l'illustrer, c'est plus clair avec une histoire. Donc voilà, en fait, on va le voir après comment Isa, dans son histoire, elle a pu passer de ces blocages à justement une ouverture et qu'est-ce qu'elle a mis en œuvre.
Et dernier rapport aussi, c'est que qu'est-ce qui fait que ça, en fait, donc notre système vient en fait nous sécuriser, mais on va avoir affaire à des biais qui vont nous empêcher justement de passer du système automatique au système analytique. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez il y a différents biais. Hein. Un biais, c'est une anomalie cognitive en fait qui fait qu'on va tenter en fait de voir la situation d'une façon qui nous arrange, et notamment un biais de confirmation. Donc, par rapport à ces croyances, on ne va pas pouvoir faire autrement que de les confirmer, même si ça ne nous amène pas à un résultat efficient pour nous. Le but n'est pas, et c'est très dommageable, hein, et c'est très bête, le but n'est pas en fait de nous sortir éventuellement d'une situation, ou si en fait de manière réfléchie c'est ce qu'on voudrait, mais notre système va tendre à dire tu as raison, reste sécure, reste confort, et donc les biais de confirmation vont nous montrer et on va voir uniquement ce qui nous arrange, ce qui nous convient, et ce qui nous maintient finalement dans une sorte de préservation. Donc, par exemple, c'est ce que tu expliquais juste avant, Isa. Donc, est-ce que tu avais repéré d'autres biais auxquels tu faisais face ? D'autres biais auxquels je faisais face, là j'étais très axée sur le sport, donc effectivement c'était le premier biais, c'était que j'étais déjà nulle, que je pouvais pas reprendre, mais ce qui m'a sorti de tout ça, c'est effectivement de me ressourcer avec des choses qui me faisaient du bien pour reprendre confiance en moi, parce que ça, et c'est ça où c'est important, parce que je vois que dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui parlent de prise de confiance, pour reprendre confiance en eux. C'est ça, c'est aussi se tourner vers des choses qui nous font du bien, parce que ces choses qui nous font du bien nous permettent de nous aérer, de nous sortir de cette zone finalement de survie, parce que ça nous fait du bien. Et donc moi j'ai entrepris de refaire de la marche en montagne, de faire de la guitare, de me remettre à l'informatique, parce que c'est quelque chose que j'adore, et toutes ces choses-là qui me faisaient du bien, où je commençais à prendre confiance parce qu'elles me faisaient du bien, commençaient à me sortir un petit peu de mes raisonnements qui étaient très axés sur un contexte. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, c'est que le contexte du sport était très fermé, et à côté, finalement, je ne développais pas grand-chose. Et le fait d'aller développer d'autres choses, et donc pour développer d'autres choses, j'utilise mon cerveau, j'utilise d'autres connexions. Donc effectivement, la musique, l'informatique, les randonnées de plusieurs jours en montagne avec des amis, tout ça me sortait de ce contexte dans lequel j'étais. Il fallait sortir de ce que je me protégeais, en fait, parce que je n'avais pas à me protéger de grand-chose. Tu l'as fait toute seule, ça ? Enfin, comment t'es passé de là à là, ça a été après, c'est vrai que moi, c'est cette rencontre aussi avec cette psychologue coach qui m'a accompagnée là-dedans, qui m'a posé des questions sur ce qui m'animait, ce que j'aimais quand j'étais enfant, ce que j'aime aujourd'hui, et qu'est-ce que je faisais pour ça, qu'est-ce que je mettais en place pour pratiquer la musique. Alors rien, effectivement, j'ai commencé à prendre des cours de guitare, des cours de chant, j'ai organisé mon calendrier avec d'autres choses. J'avais mon préparateur physique, parce que donc à ce moment-là, je décide de repartir sur une saison pour voir ce que ça donne. Et mon préparateur physique qui me dit surtout, tu ne fais pas de ce qu'on appelle des fibres lentes, donc la marche en montagne, c'est pas recommandé, parce qu'on fait un sport dynamique. Et donc, limite, il m'interdisait de faire de la randonnée en montagne. Et là, pour le coup, j'aime tellement ça et j'aime tellement le partager avec mes amis que j'ai fait attention. J'ai omis de lui en parler, mais je l'ai fait quand même, parce que c'est quelque chose qui me ressource et qui me fait du bien à qui je suis, en fait. Et pour sortir de tous ces schémas, il a fallu en passer par là, beaucoup d'échanges et des discussions. Alors, ce serait très long d'expliquer tout ce que j'ai pu débloquer, mais voilà, quand on parle des mécanismes d'autodéfense, le blocage que j'avais de ne pas vouloir m'entraîner avec Karine Ruby, au final, après, j'ai dit oui. C'est complètement une hérésie. Par exemple, qu'est-ce qui a fait ce déblocage-là ? C'est de voir l'opportunité, en fait, que je me privais d'une opportunité. C'est plutôt que d'avoir peur, finalement, qu'elle vienne me prendre quelque chose, c'est de me dire qu'au final, c'est moi qui avais la chance de m'entraîner avec elle, parce que de toute façon, c'était une des meilleures athlètes, et puis elle avait gagné les Olympiques, elle, et que pour moi, c'était une opportunité de progresser. Et que si je progressais avec elle, même si j'étais moins bonne qu'elle, au moins je me rapprocherais d'elle.
Et finalement, c'est le changement, alors c'est assez bateau de dire ça, mais c'est verre à moitié plein, verre à moitié vide. C'est qu'à un moment donné, on parvient finalement, en se faisant du bien et en sortant de ces schémas, à entrevoir les choses plutôt positives. Même si on n'y gagne pas autant que ce qu'on voudrait, quoi qu'il arrive, on progresse et on gagne quand même. Et finalement, tout est devenu opportunité. Ok. Et donc là, c'est ce que tu expliques, enfin, ce schéma explique plutôt ce que tu es en train de dire. C'est que Exactement, zone au de flow, final, ouais. voilà, tu es passé à travers tes peurs, que tu expliques donc qu'elles te piquent certaines choses et Ouais, tu as commencé à apprendre et tu as évolué. Donc ça, c'est un schéma important ouais. pour tout le monde, d'arriver à dépasser finalement la limite, la frontière, là, qu'on s'interdit parce qu'on a des peurs, pour finalement aller apprendre de nouvelles choses et évoluer. Ouais, dans tous les domaines. Donc là, dans le domaine du sport, c'était ça, mais c'est dans tous ces domaines où finalement on a peur parce qu'on arrive à un moment donné où on progresse plus, parce que cette zone de confort, il est important de la faire grandir. C'est ça qui fait qu'on a le sentiment d'évoluer, de se développer, de finalement apprendre, parce qu'on aime apprendre aussi, l'être humain aime apprendre. Et quand effectivement on se retrouve confronté à quelque chose qui nous fait peur parce que l'émotion est trop forte, c'est juste, le schéma est important, c'est juste de vous dire que c'est une phase qui y est nécessaire, mais à la fois, derrière, une fois qu'on la passe, ben, on passe dans des solutions parce que justement, on arrive à mettre en place ces réflexions au niveau de son analyse. Donc, ça va être la responsabilisation, les solutions, de nouveaux défis, de nouvelles compétences, bien sûr, parce que je vais aller chercher de l'apprentissage. Et cette zone de peur, pour la passer, eh ben, on parle de courbe de flow. Donc cette courbe de flow, c'est de faire des choses qui sont à sa mesure. Donc la courbe de flow, c'est que si je suis en dessous de quelque chose qui a ma compétence, en dessous de ma compétence, bah, je vais être dans une phase d'ennui. Si par exemple, moi, j'avais le niveau de faire des compétitions, bah, justement, ou des entraînements avec une Karine Ruby qui est la meilleure mondiale, et qu'au final, comme j'ai peur de m'entraîner avec elle, je vais m'entraîner avec des filles qui sont plutôt au niveau national, je vais m'ennuyer. Et ça ne va pas me faire sortir de ma zone de confort. Et je vais y perdre beaucoup. En revanche, si je sors un petit peu de cette zone de confort et que je vais m'entraîner à quelqu'un, parce que Karine Ruby, on a eu beaucoup de compétitions ensemble, on était à peu près au même niveau, bah, au final, elle n'est pas au-delà de mon niveau. Donc là, je vais prendre de la confiance. Des moments, ça va être bon, des moments pas bons, mais en tout cas, je reste dans une zone qui est à ma capacité, mais un peu plus haut, ce qui me permet de progresser. En revanche, si j'avais décidé d'aller m'entraîner avec les garçons, et là c'est hors catégorie pour les filles, bah là ça aurait été too much et je n'aurais eu qu'une succession finalement de déceptions parce que jamais je n'aurais réussi à approcher le temps des garçons sur des compétitions. Et ça, on le retrouve dans tout, dans vous, dans vos vies. Effectivement, dans cette zone de peur que vous dépassez, soyez vigilants parce que pour aller vers cette phase d'apprentissage et sortir de tout ça, prenez conscience finalement de quel est votre niveau, vos capacités, et de prendre notion de à quel moment vous pouvez être dans cette zone de flow. Et effectivement, une fois que je trouve cette zone de flow, donc je sors de ma roue qui circule, je prends conscience de mes biais et effectivement, ben, je retourne à l'école aussi, je reprends les études, je me forme en informatique, je vais faire de l'apprentissage de la guitare, je me forme en audiovisuel parce que j'adore l'audiovisuel, j'ai une entreprise de vidéo pendant un moment. Et bien sûr, je m'agrémente de tout ce qui me plaît dans la nature pour finalement prendre confiance de plus en plus parce que je fais attention à cette zone de flow. Finalement, plus je prends confiance, plus je trouve un alignement. Plus je fais des choses que j'aime, plus je trouve un alignement. Et tout ça sert à quelque chose qui est ma passion, qui est le snowboard. C'est-à-dire que je ne suis pas focus que sur une chose, je m'ouvre à d'autres et à un moment donné, ça me permet d'évoluer et de m'aligner. On a Florence qui dit, au final, je comprends que l'action de se remettre à faire des choses qui font du bien, qui nous plaisent, a débloqué des choses. Absolument. Encore faut-il savoir ce qui nous fait du bien. Et justement, on en revient là et on va débloquer sur un schéma complet en fait, à travers l'histoire d'Isa et tout ce qu'on vous a expliqué, bien savoir ce qui nous plaît. Voilà. Donc ça fait partie de la connaissance de soi. Ouais. Pour savoir ce qui est ressourçant et justement ce qui peut nous amener à une reprogrammation et un alignement
Alors du coup, par exemple, Isa, dans ton histoire, un truc qui n'a rien à voir avec le ski, mais c'était prendre des cours de guitare, de chant, et qui t'a épanoui finalement. Oui, et puis ce qui est drôle, c'est que finalement sur le circuit ça se savait et puis bah, tu peux mettre l'image d'après parce que c'est ça qui est rigolo, c'est que vous avez vu l'image de la vidéo où je suis comme ça avec ma guitare. Ben, en fait, le public qui était en face de moi, qui me connaissait, parce que c'était des athlètes, ils m'ont tous fait comme ça parce qu'ils savaient que je m'étais mise à la guitare et que je jouais beaucoup de guitare. Et du coup, je suis aux Jeux Olympiques et je suis comme ça avec mon snowboard. Donc tout ça c'est assez sympa. Et puis bah, grâce à ce titre, j'ai eu la chance de faire des émissions de télévision. Et la plupart des émissions de télévision, il fallait que j'amène ma guitare. Donc ça, c'était assez drôle. Et après les Nagano, je ne savais pas jouer de guitare et je n'osais même pas imaginer me mettre à faire de la guitare, quoi. Donc finalement, c'est oser pour sortir de cercles vicieux. Et alors là, moi, j'aime bien parce que finalement, j'ai remarqué l'autre jour en faisant la photo qu'il y avait le triangle de l'alignement derrière moi aux Jeux Olympiques. Donc, ça m'a amusé. Mais c'est vraiment ce que j'ai trouvé sur ces périodes de 4 ans quand même. Hein, ça a duré 4 ans où j'ai été accompagnée par plein de monde. Hein. J'ai été accompagnée par effectivement cette préparatrice, cette coach psychologue préparatrice mentale. Moi, je suis allée chercher des courants d'ostéopathe énergétique. J'avais une prof de chant énergétique, mais parce que ça me convient. Après, je parle d'énergétique, je dis pas que c'est ça qui est bien. C'est en tout cas, moi, c'est ce qui me parle. Et finalement, prendre conscience de soi, parce qu'on grandit, effectivement, comme on a vu dans le schéma, c'est-à-dire qu'on est accompagné par des parents, on est dans un certain milieu, une certaine culture, on va faire certaines activités parce que nos parents les ont faites et tout ça. Et à un moment donné, on devient adulte, mais qu'est-ce que j'aime dans tout ça et qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je garde ou qu'est-ce que je vais explorer qui m'intéresse et sortir un petit peu de tout ça pour se retrouver, prendre conscience de soi, c'est aller à la recherche de ce qui a du sens. Moi, ce qui avait du sens, effectivement, j'aimais beaucoup aller à la recherche de l'énergie, de la nature. C'était des choses qui me parlent et c'est ce qui m'a aidée parce que j'aime ça. Mais pour quelqu'un d'autre, ce sera autre chose. L'idée, c'est d'aller à sa rencontre pour s'épanouir comme ça. Oui, tout à fait. On a Janie qui dit c'est ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Alors la zone proximale de développement, c'est justement lorsque finalement on est amené à faire des tâches qui sont dans le périmètre de ses compétences, de ses capacités, de ce que l'on aime. Et effectivement, c'est là où on va être le plus efficient. Ouais. Donc c'est ce que tu disais. Donc, et ça peut être donc des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec l'activité en elle-même, mais qui vont contribuer au fait que je me sente en harmonie finalement avec mon écosystème aligné et qui va faire que en fait finalement je me mette dans les meilleures conditions pour prospérer. Mais c'est vrai que du coup ça demande tout un cheminement. En fait, on n'arrive pas à ça de manière aussi facile parce qu'on a cette structure cérébrale qui fait que on va plutôt rester centré sur finalement notre confort, même si ça ne nous amène pas où on veut. Et donc, on va émettre tout un tas de résistances qui vont nous maintenir dans un pseudo-confort qui n'est pas forcément efficient pour nous. Et donc, du coup, peut-être là, basculer sur la dernière slide, Isa, parce que... Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est ça c'était important de vous le partager parce que moi, quand je rencontre Johan chez Odeby, en fait, il anime un programme qui s'appelle Vous en mieux. Vous allez dire, ils ont fait tout ça pour ça. Bah ouais, mais en fait, ça colle parfaitement. C'est-à-dire que quand je rencontre Johan et que je fais le programme Vous en mieux à une autre étape de ma vie, et pour être plus dans le personnel, c'était le moment où Julie Pomagasti décède, donc une amie, comme je vous en ai parlé, qui est très proche. Elle décède et là, j'ai encore ce coup d'émotion là et je sens que ça va pas. Et je me dis, je cherche quelque chose. Finalement, je me dis, il y a une quête de sens. Je sais plus ce que je fais, pourquoi je le fais. Et je cherchais un accompagnement pour aller en quête de sens. Et donc, c'est là où je rencontre Odeby et le programme Vous en mieux, qui finalement reprend les étapes que j'ai déjà vues dans ma vie, et notamment sur ces Jeux Olympiques. Je me dis, mais c'est quand même dingue de repasser par là. Mais l'émotion que j'avais après la perte de Julie a été assez forte et fait que
j'ai adhéré à ce programme, j'ai fait ce programme et effectivement, le programme nous accompagne sur se conscientiser finalement une fois que je fais le résultat. Si je sens que j'ai besoin, parce que là, je m'en sors plus, je suis dans ma petite roue et je tourne en rond, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'étais à la recherche d'un programme, je tombe sur ce programme et je vois conscientiser ce qui se passe, me responsabiliser, refaire un tour dans mes schémas de pensée. Et c'est là où le programme est bien fait, c'est qu'on est très bien accompagné, on a des coachs et perso et on a des classes en visio. Finalement passer par ce déconditionnement pour se reprogrammer et envisager un alignement, en tout cas une évolution, un alignement pour repartir en étant vous mieux. Alors le nom du programme est vraiment bien trouvé, enfin je trouve du coup. Et en faisant ce programme, finalement, j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai décidé de faire la formation de coaching donc avec Odébi. Et je suis ravie et très honorée parce qu'aujourd'hui, Odébi me fait confiance pour animer ce programme. On souhaitait vous le présenter parce que c'est effectivement tout le déroulé de ce que moi j'ai compris dans mon expérience sportive, de ce que je comprends dans mon expérience de vie et qui fait que quand même j'arrive à dire que c'est fou, je suis quelqu'un qui ose et je pense que j'ose parce que je passe par ça et que j'arrive à détecter aussi les moments où je suis pas en phase avec ce que je fais, avec ce que je suis et qu'il faut que j'aille chercher autre chose. Donc aujourd'hui, maintenant, je vais chercher du coaching quand j'en ai besoin. Et puis j'adore animer ce programme et accompagner les personnes qui peuvent passer par des moments qui sont parfois délicats pour aller vers du mieux. Donc ce programme, si tu veux en parler, Johan, je le connais aussi bien. En fait, tu l'as expliqué à travers ton histoire, mais effectivement, il y a 3 étapes. Déjà, la première étape, c'est de comprendre comment on fonctionne. Donc, il y a toute une partie, c'est un programme sur 5 mois, il y a toute une partie qui explique le fonctionnement, la pensée humaine. Donc, en gros, c'est finalement, vous avez certainement entendu que vos actions sont le reflet, plutôt les résultats de votre vie sont le reflet de vos actions. Alors, c'est en partie vrai, il n'y a pas que ça, mais effectivement, et puis mes actions sont en fait influencées par mes émotions, donc tout mon ressenti, ce que je ressens, et puis mes émotions sont influencées par ce que je pense et comment je pense et à quoi je pense. Donc, et puis tout ça est très systémique au final, puisque évidemment mes émotions vont aussi influencer ce que je pense. Et puis si je me mets à agir, si je me mets dans une direction, ça va influencer dans l'autre sens mes émotions, etc. Donc en fait tout ça, on le décortique pour finalement après, rentrer un peu plus dans le détail de chacun d'entre nous, puisque chaque personne est unique. Et donc, là, l'idée, c'est de dire, tiens, finalement, dans mon unicité, quels sont mes freins, quelles sont mes peurs, quelles sont mes compulsions, quels sont mes mécanismes de défense qui font que je n'arrive pas à faire ce que je veux ou qui font que je n'arrive pas à atteindre ce que je veux. Qu'est-ce qui est derrière? Quels sont mes biais? Voilà. Comment en fait je m'y prends peut-être pour obtenir toujours la même chose? Qu'est-ce qui fait que voilà. En tout cas, c'est 2 mois en fait sur cette période de déprogrammation qui vont servir à avoir une plus grande conscience de soi. Et pour ça, on va utiliser l'outil de l'énéagramme, qui est un outil hyper puissant, à mon avis, le meilleur modèle de personnalité. Et on va s'appuyer là-dessus. Et puis après, il y a une phase donc de reprogrammation, c'est-à-dire en gros, dans cette phase-là, on a déconditionné. En tout cas, imaginez une voiture, on a démonté le moteur, et puis après, il faut le remonter à l'endroit. Donc, c'est la phase de reprogrammation sur qu'est-ce qui nous épanouit, à quel moment on se sent aligné, par rapport à quoi, et puis aussi un peu lié à notre environnement, parce que l'idée, c'est d'être bien au quotidien. Bref, voilà, en fait, c'est tout ce que tu as expliqué, et c'est un programme de 5 mois avec beaucoup de proximité, du collectif, de l'individuel aussi. Voilà. Rapidement, donc, on a un petit peu de rab. Si vous avez des questions, on peut y répondre avec plaisir. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur ce programme, vous avez 2 boutons en haut de la fenêtre. Vous pouvez prendre un rendez-vous ou contacter Lisa sur son LinkedIn. Bon, moi, je n'ai pas pu mettre mon bouton LinkedIn, mais je suis aussi évidemment sur LinkedIn, donc vous pouvez vous connecter à nous sans problème. Et puis, du coup, on a du temps pour répondre à des questions que vous auriez, sans aucun problème. Ouais, n'hésitez pas.
les questions. Après, pour information, donc on est plusieurs à animer ce programme. Donc, on est un animateur sur une session de 5 mois. Et pour information, je devrais animer, donc ça, vous pouvez nous poser des questions, la prochaine session. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus d'informations pour ce programme ou pour autre chose. Ça sera avec grand plaisir d'échanger. On a Adeline qui nous dit: est-ce que le diaporama sera envoyé? Alors, le diaporama n'est pas envoyé, mais par contre, il est disponible avec le replay sur la chaîne, sur la plateforme Webikeo. Gaël, j'ai aussi pris le chemin de la réflexion, mais les émotions sont extrêmement fortes. La route est longue. Effectivement, Gaël, justement, c'est tout ce processus qu'on a expliqué de manière hyper simplifiée, parce sinon ça prend 1 heure à expliquer. Mais oui, les émotions restent présentes, donc ce sont des formes de résistance. Et les émotions, si elles restent là, c'est parce que justement, il y a des schémas peut-être inconscients qui nous maintiennent. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien sûr de la réflexion, de l'introspection surtout. Et après, que ce soit nous ou pas, je veux dire, c'est pas le souci, mais c'est vrai que c'est difficile de faire ce chemin tout seul, voire même impossible, du fait de ce mécanisme qui cherche à vous préserver et à ne pas être en difficulté, qui cherche à vous maintenir finalement dans quelque chose, même si c'est pas bon pour vous, mais au moins c'est connu, c'est confortable. Et en fait, il y a toujours un bénéfice secondaire finalement à pas passer à la suite. Sauf qu'on ne le trouve pas forcément hyper facilement du fait de nos biais qui nous ramènent toujours finalement à ce que l'on croit. Donc, l'important de se faire accompagner. Donc là, on prêche pour la paroisse des coachs et de l'accompagnement, mais Isa, tu es passé par là. Vous avez aussi, vous pouvez commencer à regarder, il y a un outil qui s'appelle Ikigai, qui est un outil qui vous permet de commencer à vous poser des questions. Je vous le note comment ça s'écrit. Ikigai. Vous avez beaucoup d'éléments sur Internet sur cet outil. Alors bien sûr, pour approfondir, c'est toujours mieux d'être accompagné parce que, comme le dit Johan, finalement, dans nos schémas de pensée, on ne va pas aller voir derrière le mur qui nous protège. L'idée, c'est d'aller voir derrière ce mur-là. Mais déjà, ça peut vous amener à avoir une réflexion déjà sur qui vous êtes, sur vos talents, sur vos capacités, déjà noter tout ça, parce que c'est une prise, on ne prend pas le temps de faire ça, jamais. Donc vous pouvez aller voir cet outil. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Ouais, parce que je vois qu'il y a des questions plutôt commerciales sur le programme. L'idée, c'est pas là, en fait, de vous expliquer, de vous vendre le truc. Donc, par respect et par déontologie, aussi par culture, donc ça se fait pas vraiment là sur le webinaire. Donc, si ça vous intéresse, effectivement, prenez contact avec nous en nous donnant vos questions et on vous répondra. Pour pas forcément polluer ceux qui ne sont pas intéressés par le programme. Je vois aussi qu'il y a une question sur les modalités aussi du programme. Pareil, posez-nous les questions donc via LinkedIn et on vous répondra. Muriel qui dit: pouvez-vous parler de la confiance en soi? Comment la doper? La confiance en soi, la doper, déjà, est-ce que tu fais des choses, enfin, est-ce que vous faites des choses dans lesquelles vous vous sentez à l'aise et que vous aimez? Est-ce que vous faites des choses qui vous permettent de voir une évolution, de voir un progrès? Parce que c'est ça, là, je vais reparler de cette zone de flow. Moi, je la trouve importante dans la prise de confiance en soi. C'est aller passer un cap dans quelque chose. Finalement, si j'apprends à faire de la guitare, par exemple, et qu'au bout de quelques semaines, je me rends compte que j'arrive à faire un morceau, je prends un peu de confiance en moi. Et là, je suis dans le faire. Mais la confiance en soi, elle est sur 3 socles qui sont l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. L'amour de soi, c'est quelque chose, c'est ce que vous ressentez pour vous et c'est des choses qui ont été transmises aussi par les personnes de votre entourage étant enfants, qui ont été ou encourageants ou moins encourageants. Et cet amour de soi, c'est quand vous ressentez que vous êtes capable d'eux parce que vous avez suffisamment cet amour et que finalement, quoi que vous essayez, il ne pourra rien vous arriver parce que vous avez cet amour de vous. Et puis après, il y a cette image.
l'image. Alors dans la société dans laquelle on est, effectivement, on nous renvoie beaucoup d'images sur les réseaux sociaux qui sont des images de femmes parfaites, d'hommes parfaits, et parfois on peut être tronqué par rapport à ça et perdre de la confiance parce qu'on ne correspond pas à ces modèles. En revanche, ce qu'on ne prend pas conscience, c'est que tel que l'on est, dans notre image et dans ce qu'on est, on peut faire plein de choses. Et c'est dommage de s'identifier à des images qui sont tronquées, comme on prend souvent l'exemple de finalement dans le sport, si tu fais dans le tennis, si tu fais pas 1m80, tu seras jamais bon, ou dans le football, et pourtant on a eu un Chang, et pourtant on a comment il s'appelle, Griezmann qui a dû aller à l'étranger parce que pour les codes françaises, il n'était pas assez grand. Et pourtant, il est revenu après parce qu'il est allé faire ses armes à l'étranger, parce qu'ils n'avaient pas de problème avec sa taille. Donc voilà ce que nous renvoie aussi la culture, la société sur notre image. Et parfois, moi je dis c'est le biais un petit peu de l'empêchement, quoi, quand on est enfant et qu'on nous dit qu'on n'est pas bon, qu'on ne fait pas assez bien, bah finalement on va se conformer à ça. Et alors que c'est pas vrai, c'est juste ce qu'on entend et on en fait sien, alors que c'est pas vrai. Et sortir de ça, c'est aussi dans cette image et dans cette confiance et dans cet amour de soi qu'on va progresser. C'est pour ça que c'est intéressant de revisiter tous vos schémas, parce qu'il y a plein de croyances qui ont aussi une influence sur votre confiance en vous. Voilà, je ne sais pas si c'est assez, si tu peux apporter. Ouais, bah, tu l'as expliqué, c'est l'estime de soi, en fait, qui comprend l'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Donc déjà, c'est arriver à situer où est-ce que vous êtes, en fait. Est-ce que j'ai pas confiance dans quelque chose que je fais? Est-ce que j'ai une mauvaise image de moi, ou est-ce que je m'aime pas déjà? Voilà. Donc et puis des fois la confiance, parce que quand on parle de confiance en soi, c'est très générique. Et puis des fois il y a manque de confiance en soi, justement de manière générique, qui est assez chronique. Voilà. Et donc là, ça vient justement d'un dialogue interne que l'on peut se dire. Qui peut nous amener à se dévaloriser de manière permanente. Et là, en fait, comme on vous l'a expliqué, il y a des intérêts à ça, aussi curieux que ça puisse paraître. Il y a des intérêts secondaires à avoir un manque de confiance en soi. Alors, certains, c'est très différent pour chacun, évidemment, mais ça, c'est du questionnement et de l'introspection qui va faire qu'on va trouver. Parce qu'il y a un précepte en PNL qui dit que tout comportement a une fonction utile, au moins pour soi, même si la conséquence est désastreuse. Donc, en fait, c'est quoi la fonction utile? Ce serait quoi la fonction utile de ce comportement? Donc, en fait, l'accompagnement, ce sont des questions d'introspection avec des professionnels de l'accompagnement là, qui permettent donc d'identifier et de savoir. Et je rebondis sur la question de Sylvie, parce que là, on touche à la fin. Qui demande identifier ces mécanismes et ces centres d'intérêt, suffit-il à sortir de ces schémas négatifs? Comment ne pas retomber dans ces erreurs? Alors, et il y a une autre question, je te laisserai répondre après, parce que c'est toujours sur la confiance en soi, mais Pascal qui dit, quand on vous brise, c'est dur de remonter la pente. Donc je te laisserai continuer, mais je réponds juste à Sylvie. En fait, rapidement, hein, puisque on arrive en fin de webinaire, mais les mécanismes, les identifier, c'est déjà reprendre un peu le pouvoir sur. Okay, et donc, dès lors qu'on les a identifiés, ça devient connu, ça devient conscientisé. Et là, on peut avoir, justement, on peut commencer à changer. On ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. Ça, c'est déjà une première étape. La deuxième, après, c'est évidemment de faire un travail pour sortir de ces schémas, parce que ce n'est pas aussi simple que ça, de sortir de ces schémas. Il y a des notions psychologiques, mais il y a aussi des notions biochimiques qui vont faire qu'on va être dans des automatismes, donc vulgairement appelés des autoroutes neurales ou des circuits neuronaux, comme vous voulez, qui font qu'on a des habitudes et on reste dedans. Et ce n'est pas si facile d'en sortir d'un point de vue chimique. Donc, prendre conscience, c'est déjà un premier pas. Deuxièmement, se défaire de tout ça, détricoter à travers une histoire de vie, peut-être qui est peut-être difficile, et aussi voir en quoi finalement ça vient nous nourrir, puisqu'on n'a pas des comportements pour rien, fait qu'on va passer à un autre cap. Après, la suite, c'est quoi? La suite, c'est que il y a une graduation, comme tu aimes bien le dire, Isa, c'est que on peut avoir passé un cap dans une situation, mais ces schémas-là, ils sont présents, ils nous correspondent. Il faut se dire que quelque part, ce sont nos moyens de défense. Et si on n'est plus
sans ces moyens de défense, eh bien, on va se retrouver dans de gros problèmes. Donc, ils peuvent être utiles à certains moments, mais pas tout le temps. Et c'est ce qui fait qu'on essaie de faire sortir les gens de leur automatisme. Par contre, toute nouvelle situation, upgrader. Par exemple, tu peux avoir compris ce qui te dérange ou ce qui te limite dans une fonction. Mais si demain, tu passes à une autre fonction un peu plus responsable, avec un peu plus d'enjeux et tout ça, là, tu risques de remettre tous tes schémas pour te défendre parce que tu es en stress, quoi. Voilà. Et dès lors qu'il y a stress, dès lors qu'il y a une émotion un peu dite négative, et bien là, tu remets tes schémas. Sauf que si tu comprends comment tu fonctionnes, tu seras un peu plus armé pour faire face à la situation. Voilà. Et si en plus, tu t'es orienté vers ce qui était épanouissant et ressourçant pour toi, et que tu te maintiens là-dedans et que tu as un écosystème qui te permet de t'épanouir, bah là, tu es pas mal, on va dire. Voilà, rapidement pour la réponse. Ok, oui, donc pour Pascal, effectivement, la confiance en soi quand on vous brise. Alors après, je ne connais pas le contexte de ta vie, ce que tu vis, où ça en est dans la gravité de ce que tu ressens. Mais ce qui me vient, c'est de dire, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'autorisent à briser? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'autorisent à peut-être dire ou faire des choses qui te brisent? Et ça, il y a peut-être une clé. Alors, je sais que c'est peut-être dur à entendre, mais il y a peut-être une clé dans la responsabilité. Alors, ce qui me vient, c'est que parfois, si on a une grande peur, finalement, d'être ou rejeté ou abandonné, et que quelque part, on a tellement cette peur-là qu'on peut vivre avec quelqu'un ou subir au travail un supérieur qui va appuyer sur ça, et parce qu'on a peur de pas faire partie de l'entreprise, de pas correspondre ou de pas bien faire parce que ça nous appartient, et ben finalement on va subir cette personne qui va nous appuyer dessus, et on va rien oser lui dire, et comme on n'ose rien lui dire, et ben, elle va continuer. Et à un moment donné, se reconscientiser sur sa responsabilité de est-ce que je laisse transparaître quelque chose qui fait qu'on peut, entre guillemets, m'appuyer dessus, et ben, il faut que je change ça, voir ce que ça donne. Ou sinon, après, c'est de partir. Mais en tout cas, déjà, moi, quelle est ma responsabilité là-dedans? Moi, alors j'ai un exemple qui n'est pas dans ce cadre-là, mais ça aurait pu jouer, c'est que j'avais un entraîneur qui me disait avant les Jeux Olympiques, si tu ne fais pas moins de 70 kilos, tu seras jamais championne olympique. Et il me disait ça de façon presque agressive, quoi. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de fort, physiquement, j'ai toujours été ronde, j'ai jamais été à moins de 70 kilos, mais je n'ai pas pris pour moi ça, et à un moment donné, j'ai dit stop. À un moment donné, j'ai su dire, tu arrêtes de me dire ça parce que ça va commencer à s'ancrer, et moi, je veux pas ça parce que je veux gagner les Jeux Olympiques. Et effectivement, on n'autorise plus l'autre à se permettre des choses qui vont venir nous polluer, en fait. Et c'est ça aussi notre responsabilité à un moment donné face à ce qui se passe dans notre entourage. C'est aussi savoir dire stop, même si on a peur que l'autre nous aime plus, même si on a peur de se retrouver sous seul, même si on a peur qu'il nous rejette, parce que ces peurs-là, elles ne sont que dans notre tête. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, je suis désolée parce que je ne connais pas le contexte. Voilà. Merci Isa pour ce partage. Merci à vous pour les vôtres. Ça nous a permis de nous connecter à vous au maximum. Donc ce webinaire sera disponible en replay, les documents aussi. Et donc si vous voulez plus d'informations pour quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter. On vous souhaite une bonne fin de journée. Ouais, merci à vous, bonne fin de journée. Et à bientôt sur LinkedIn, n'hésitez pas. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. C'est toi qui coupes ?